Loin de Paris, ça n'est pas rose, c'est le titre de notre troisième table ronde. On imagine volontiers les grandes villes plus accueillantes, plus ouvertes, plus diverses, tout simplement parce que ce sont des espaces où l'on circule, où l'on se croise, où on brasse des populations très différentes. Et on se dit que ça doit être encore plus vrai pour Paris. À moins que la réalité soit un petit peu plus nuancée que ça. C'est ce qu'on va voir avec vous, Malika Khelfa, Maximilien de Gonville et Yves Martranchard. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Mais d'abord, on va faire un petit tour ensemble du côté de Lyon. C'est là qui est installé et depuis toujours Apicil, groupe français de protection sociale. Philippe Barret, son directeur général, et Frédéric Faye, son DRH, font le point avec nous sur la visibilité des personnes LGBT+, dans leur entreprise. Frédéric Faye, directeur des ressources humaines du groupe Apicil. Philippe Barret, directeur général du groupe Apicil. Est-ce que c'est plus difficile d'être visible en tant que LGBT en région ou à Paris? Les choses sont plus connues en région qu'à Paris, quoi que ce soit. Le fait d'être LGBT, d'avoir une maîtresse, une voiture de sport, ce que vous voulez. Et donc ça, je pense que c'est un frein éventuel à la visibilité. Je crois que c'est plus difficile dans une petite ville ou dans un village, si je me souviens effectivement du village où j'habitais durant mon enfance, d'être visible en tant que LGBT, parce que nous n'avons pas forcément des rôles modèles. L'inclusion des personnes LGBT, c'est pas une question de géographie, puisque si on parle du travail, donc c'est la culture de l'entreprise. Apicil, c'est une entreprise assez ancienne, qui est née à Lyon. Nous faisons de la protection sociale, donc quelque part nous vendrons de l'inclusion. Quand je suis arrivé il y a 10 ans, je considérais que ça suffisait d'être entre guillemets tolérant. Mais ça ne suffit pas. En fait, il faut agir pour démontrer qu'on inclut. Le déclencheur, c'est un comité de direction où je fais un discours sur le thème de l'inclusion, de la non-discrimination, et à l'issue duquel donc un membre du comité de direction vient me voir en me disant voilà, je réunis plusieurs des critères de discrimination possibles, je suis une femme, je suis senior et je suis lesbienne. Et là, je me suis dit oui, je ne le savais pas, elle ne m'a jamais parlé de ça. Donc il faut maintenant que je fasse quelque chose pour que n'importe qui se sente libre de le dire et de le vivre surtout. Pour mettre en place cette politique, je ne peux pas le faire tout seul, il faut effectivement un DRH impliqué. En qualité de DRH, j'ai décidé d'incarner cette diversité et de me rendre visible. C'est la première fois que je me rends visible en tant qu'LGBT, probablement parce qu'il y a la bonne combinaison entre la confiance qui m'est accordée, le rôle que je dois jouer et sans doute aussi une question de maturité pour aborder ce sujet. Donc la première étape a été la signature de la charte de l'autre cercle. J'avais proposé à ce qu'il y ait d'autres entreprises pour nous rejoindre dans cette signature, mais il était bien difficile avec les associations locales, voire même la ville de Lyon, de faire venir d'autres entreprises. Ma satisfaction, c'est que le fait de parler de ces sujets, ça a permis à des personnes de venir simplement me remercier et de dire qu'ils se sentaient libres le lundi matin de parler de leur week-end à leurs collègues. J'espère que les actions que nous menons chez Apicil donneront des idées aux autres entreprises de la région pour donner plus de visibilité à leurs collaborateurs LGBT. Si on pense que l'exemplarité a une valeur, je pense qu'il est effectivement important que partout et en région, il y ait des personnes qui s'affichent en tant que rôle modèle. Alors, ça coince ou pas en région? Il y a par exemple la réalité statistique. En région, 36% des personnes LGBT+, sont exposées aux insultes contre 28% en Ile-de-France. Les personnes LGBT+, sont aussi plus nombreuses à renoncer à se présenter à des événements informels avec leurs conjoints, 51% en région, contre 44% en Ile-de-France. Malika Khelfa, vous êtes technicienne chez Airbus à Toulouse depuis 8 ans. Votre tout premier sentiment quand vous entendez ce décalage, ces chiffres entre l'Ile-de-France et les régions? Ça ne me paraît pas déconnant parce qu'à Paris, on se fond dans la masse. J'ai l'impression, parce que c'est la capitale, parce que c'est là que ça se passe. Et on se rend compte que la région, les gens se connaissent très rapidement. Et il y a ce frein de se dire, le voisin va le savoir, on va en parler. Yves Martranchard, 50% des collaborateurs de la BNP sont en région. Donc vous êtes présent sur tout le territoire, vous le connaissez donc très bien. Ces chiffres-là, ceux que je viens de donner, ça vous surprend?
Oui, un peu, parce que nous, on a vraiment cet enjeu d'être aussi inclusif dans un immeuble qui accueille des milliers de collaborateurs que dans une petite agence avec 3 ou 4 collègues. Et on a la chance, pour nous aider, d'avoir un réseau Pride qui est très décentralisé, très bien implanté dans les régions. Maximilien de Gonville, vous êtes ingénieur chez Scalian, société de services numériques qui travaille pour le CEA. Vous êtes là-bas la seule personne visible. Comment ça se fait? Dans l'équipe, effectivement, qui travaille au CEA, on est une quinzaine de personnes. Je suis la seule personne visible parce que il s'avère que, voilà, a priori, il n'y a pas d'autres personnes LGBT, mais aussi parce que... Tout est dans le a priori, non? Tout est dans le a priori, puisque tant qu'il n'y a pas eu de coming out, personne ne fait de coming out hétéro, ça se saurait. Ce serait drôle. Ce serait drôle, je suis bien d'accord. En plus, moi, j'évolue dans un monde qui est quand même très masculin, très normé masculin, puisque les entreprises de services du numérique, ce sont des entreprises qui font de l'informatique, donc où il y a 80% d'hommes, quand même, en général, dans ces entreprises. En plus, dans le monde de la recherche, qui est également un milieu qui est très masculin. Donc, toutes ces choses-là font que... la visibilité peut être pas si facile que ça, parce qu'il y a des normes, il y a des choses à respecter. Sauf que vous avez toujours été visible. Alors moi, oui. En fait, pourquoi avant de travailler chez Scalian, j'ai fait une thèse à Marseille qui m'a permis de m'investir dans le monde associatif LGBT marseillais. Donc dans l'organisation de la Pride, dans différentes associations. Et en fait, cette expérience-là m'a permis de trouver les mots, de trouver les arguments et de trouver la force de caractère pour me dire au moment où j'ai cherché du travail, en fait, non, je ne veux pas aller dans une entreprise qui ne me reconnaît pas, qui ne me reconnaît pas dans mon intégralité, qui n'accepte pas que je sois LGBT. Et du coup, ça a été dit dès le départ, dès la première machine à café, ça a été, oui, en fait, voilà. Et ça n'a jamais posé problème. Non, jamais posé problème. Jamais. Ça a été forcément de la pédagogie, parce que forcément, j'arrive, ça veut dire quoi LGBT le mariage avait déjà été voté depuis quelques années. Mais il y avait quand même des choses qui coinçaient un peu. Donc les premières semaines, ça a été principalement de la pédagogie. Ça a été aussi dire, oui, PD, c'est une insulte homophobe. Donc c'est pas parce que c'est dans le langage courant ou que tu l'entends au stade Vélodrome que pour autant tu as le droit de le dire. Ouais. Et au fur et à mesure, les gens ont intégré. Et on fait que ça ne pose plus de problème. C'est ce qu'on dit beaucoup aujourd'hui, l'importance de la pédagogie, du dialogue, et que ce soit aux personnes LGBT+, malheureusement, elles-mêmes, en plus du reste, à initier ce dialogue-là, à créer la discussion. Si on parle de votre parcours personnel à vous, Yves Martranchard, vous avez fait toute votre carrière dans le réseau d'agences du groupe, et vous avez commencé par penser que ce n'était pas un problème, que ce n'était pas un sujet même. Aujourd'hui, vous êtes parrain du réseau Pride France, qui compte plus de 1000 adhérents au niveau national. Alors, c'est pas un sujet à 1000 adhérents, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué cette prise de conscience chez vous? Quand j'ai vraiment compris que le fait de ne pas se sentir libre d'en parler ou pas, de craindre que ça se sache, était vraiment une difficulté pour des collaborateurs au travail. Mais vous l'avez compris parce qu'il y a eu une rencontre avec quelqu'un, parce qu'il y a eu une discussion, parce qu'il y a eu un événement? La première réunion LGBT que j'ai organisée en 2013, au moment où il y avait le mariage, toutes les discussions en France, un climat pas très bon. On a eu une très bonne conférence, d'ailleurs avec des amis d'IBM, de Sodexo, et puis un témoignage magnifique d'un collaborateur qui avait 40 ans de groupe, et qui a raconté qu'il avait eu 30 ans en étant caché, 10 ans après son coming out, et il nous a dit, si vous savez comme j'ai mieux travaillé, comme j'ai été mieux dans l'entreprise, et c'était incroyable. Bon, puis il a terminé en disant, et je viens de me marier, donc ce qui a fait bien rire, mais voilà, là j'ai compris que c'était un vrai sujet d'entreprise, de donner cette liberté d'en parler ou pas. Malika Khelifa, vous êtes arrivée à Toulouse quand vous aviez 23 ans, veniez d'Algérie. Oui. Dans quelles circonstances est-ce que vous êtes arrivé à Toulouse, et qu'est-ce que vous gardez de ce tout premier jour, de ces tout premiers moments à Toulouse? Alors, je suis partie justement parce que lesbienne dans un pays qui ne connaît pas l'LGBT, ça n'existe pas. Donc bon, j'avais pas de choix, c'était ou de rester et de vivre avec les codes qu'on m'imposait, ou de partir, refaire ma vie ailleurs. Donc moi, ce que j'ai gardé de mon arrivée en France, c'était plus 3 jours après mon arrivée, il y a eu le premier colloque lesbien à Toulouse, organisé par l'association de Bagdam. Et j'arrive dans cette salle et je suis ébahie. Je dis, mais elles sont toutes lesbiennes, il y en a autant.
Et c'est vrai que c'était ma première phrase, quoi. Je ne me rendais pas compte qu'il pouvait avoir plus de 200 lesbiennes dans le monde, quoi. Et c'est vrai que ça a été assez frappant. Alors, il y a une solidarité qui se crée autour de vous. Il y a un comité de soutien qui vous permet d'obtenir vos papiers et puis de reprendre vos études. Et puis, je fais des ellipses, hein, malheureusement, mais vous partez ensuite travailler en Mayenne. Vous vous retrouvez dans une ville de 2500 habitants. Tout à fait. Quel souvenir est-ce que vous en gardez? Ça, c'était le deuxième choc. Le premier choc, c'était de me rendre compte qu'il y avait autant de lesbiennes. Et le deuxième choc, c'était de me rendre compte qu'il n'y avait aucun LGBT dans une ville de France, où l'entreprise comptait 500 salariés. Et j'étais complètement visible. Et personne. En 3 ans et demi, j'ai rencontré aucun LGBT. Même les collègues qui sont devenus des amis, quand je leur posais la question, est-ce que vous connaissez des personnes LGBT dans votre entourage, dans votre famille? C'est zéro. Et à ce jour-là, ils n'en connaissent pas, à part moi, quoi. Ce qui veut dire que c'est au moins autant une question de Paris-Région, déjà, que de taille de la ville, quoi. Ça joue un rôle important. Ouais. Je pense que les personnes LGBT, où elles ne sont pas visibles dans les petits villages, voire dans les petites villes, où ils partent, quoi. Ils partent dans des grandes villes où ils sont plus anonymes. Vous, Maximilien de Gonville, ça vous agace un petit peu, hein, ce manichéisme Paris-Région. Hein, parce qu'en région PACA, qui est votre région, une région que vous aimez, à laquelle vous êtes attaché, vous dites il y a des initiatives, il suffit de les regarder, il suffit de le savoir. Lesquelles, par exemple? Alors, j'ai 3 initiatives en tête. La première initiative, donc, pendant que j'étais en train de faire ma thèse, Aix-Marseille Université s'est énormément investi sur des questions LGBT, et notamment sur la transidentité, avec l'accompagnement des étudiants et étudiantes trans au moment de l'inscription, avec l'utilisation du prénom d'usage, qui était une grande révolution à l'époque, hein, que seules quelques universités commençaient à mettre en place. Donc ça a donné lieu à énormément de mesures qui sont maintenant encore valorisées. Le deuxième exemple que j'ai en tête, c'est le tribunal administratif de Marseille, la cour d'appel administrative, qui s'est investi sur les questions LGBT, donc à la demande du Conseil d'État à la base l'année dernière, et qui maintenant est pilote sur des questions LGBT, parce qu'il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Il y a eu un grand succès lors de leurs actions l'année dernière pour le 17 mai. Et ça, Journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies. Et du coup, ça a vraiment pris, et ça a montré que, oui, à Marseille, on peut aussi être pilote sur ce sujet-là. Et là, du coup, je rebondis sur la taille de la ville. La troisième initiative, c'est un libraire de Manosque, donc Manosque, petite ville des Alpes de Haute-Provence, qui a commencé à faire des soirées avec des associations pour le 17 mai, qui maintenant a monté une association, Manosque Queer, qui est soutenue par les personnes politiques locales, par les commerces, qui organise régulièrement des soirées et qui a une vraie visibilité des LGBT à Manosque. Et ça marche. Donc pour vous, c'est avant tout une question de personnes. C'est-à-dire qu'il faut que tout à coup, dans un territoire, il y ait une personne qui prenne l'initiative de... Oui, Yves Martranchat, vous êtes d'accord avec cette idée-là? Oui, moi, tout à l'heure, je voulais vous dire aussi que ça tient beaucoup aux personnes. Nous, on a la chance que le grand patron du groupe, le numéro 2 en charge de tous les réseaux en Europe, et moi-même, on a œuvré à la tête du réseau d'agences. Et on a pris des positions fortes sur ce sujet. Mais ça, tous les collaborateurs du réseau le savent, y compris dans une petite agence. Et ça aide pour pousser le respect et l'ouverture. Il y a 15 ans, la BNP avait renoncé à nommer une personne LGBT+, en région, de peur que cette personne soit discriminée, ne s'intègre pas, etc. Ça n'arriverait plus. Ah non, aujourd'hui, il est terminé. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas méchant, mais je pense que c'était une mauvaise décision avec du recul. C'était un peu par précaution, par peur de mal faire et qu'elle soit en difficulté. Mais aujourd'hui, non, la page est tournée et elle aurait pris ce poste. Vous le disiez tout à l'heure, vous commenciez à l'évoquer et puis... Je vous ai coupé, pardon. Mais vous disiez que vous étiez que votre réseau Pride était assez actif à Marseille et à Bordeaux, par exemple, et à Toulouse. Ouais. Ça tient à quoi? Là aussi des personnes. Hein. On a à Marseille, là, on préparait un peu mon collègue de Marseille nous expliquait toutes les manifestations qu'il a pu faire avec l'autre cercle, avec SOS homophobie, avec le refuge. Enfin, il y a des réunions régulièrement. Ça permet aux gens de se rencontrer. Parce que c'est aussi la difficulté, c'est quand on est dans une petite agence loin, il y a moins de contacts, on peut plus difficilement participer à ce type d'événements. Bon, il y a le digital qui permet de participer un peu à distance, mais en tout cas, dans les grandes métropoles régionales, c'est très actif. Et là, merci à mes collègues de Pride, ça aide beaucoup.
Maximilien de Gonville, le fait d'être la seule personne visible au sein de votre équipe, est-ce que vous avez le sentiment que ça vous donne une responsabilité ? Oui, alors on parlait de pédagogie tout à l'heure et effectivement, du coup, le fait d'appartenir à cette communauté, ça fait que régulièrement, par exemple, là, on a parlé de la loi PMA, il y a des sujets comme ça qui viennent régulièrement dans la société, dans les nouvelles, qui demandent explication parce que les gens ne comprennent pas forcément. Et du coup, en tant que personne LGBT, alors en plus, ils connaissent mon investissement associatif, effectivement, j'ai la responsabilité de leur expliquer les enjeux de ces choses-là, etc. Merci Maximilien de Gonville, Yves Martranchard et Malika Khelfa. Merci infiniment à tous les trois. Les lignes bougent aussi quand certaines ou certains décident de les faire bouger. Quand ils ont le pouvoir de le faire, ce sont nos dirigeantes et nos dirigeants. Et c'est notre 4e catégorie de lauréats.